Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. On entend cette phrase partout, dans les dîners, dans les films, dans les discours politiques ou sportifs, dans les sermons religieux. La famille, c'est le plus important. Ces mots surgissent comme une vérité première, une évidence à laquelle nul ne songerait à se soustraire. Qui pourrait en effet oser remettre en cause une telle déclaration ? Dire que la famille n'est pas la chose la plus précieuse, c'est passer pour un être froid, ingrat, voire dénaturé. Et pourtant, cette formule mérite d'être interrogée, car une phrase répétée 1000 fois n'est pas nécessairement une vérité. Elle peut n'être qu'un réflexe, un automatisme social, une manière commode de clore toute discussion. La famille, dit-on, serait ce socle indestructible, cet abri ultime, le refuge dans lequel on peut toujours revenir, quelles que soient les tempêtes de l'existence. Mais si nous l'observons avec lucidité, la réalité se révèle bien plus contrastée. Pour beaucoup, la famille n'a rien d'un havre idéalisé. Elle est source de conflits, d'humiliations, de blessures profondes. Elle n'est pas toujours ce foyer chaleureux qu'on décrit, mais parfois un lieu d'hostilité silencieuse, de rancunes accumulées, d'attentes déçues. Et surtout, on remarque que cette formule, la famille, c'est le plus important, surgit avec le plus de force précisément dans les familles où le milieu, où les rapports de pouvoir sont omniprésents. Elle est le mot d'ordre du chef qui veut maintenir son clan sous sa coupe, du patriarche ou du leader religieux qui exige la loyauté absolue, de ceux qui rappellent sans cesse que rien ne doit primer sur l'autorité du sang. À l'autre extrême, ce slogan est aussi l'ultime refuge de ceux qui n'ont pas trouvé en eux-mêmes la force de bâtir des liens solides avec la société ou avec leur propre liberté. Les plus fragiles s'y accrochent comme à une béquille. La famille devient pour eux une citadelle rassurante. Un nombre qui fait masse, une promesse de protection éternelle. Là où ils ne trouvent pas la capacité de se tenir debout seuls, ils trouvent dans ce mot un bouclier commode. Au moins, j'ai ma famille. En ce sens, cette formule est à la fois l'outil des dominants et la consolation des faibles. Pourquoi donc alors cette formule ne nous choque pas ? Enfin, moi, elle me choque, alors même qu'elle ne correspond pas à l'expérience de tant d'individus. Pourquoi, au moment où quelqu'un est en perdition, invoque-t-on aussitôt la famille comme si son salut dépendait d'elle ? Pourquoi s'incline-t-on toujours devant ce mot, même lorsqu'il cache des réalités douloureuses ? Lorsqu'on dit « la famille c'est le plus important », on ne fait qu'énoncer un slogan fermé qui ne s'ouvre sur aucune discussion. Il s'impose comme un coup près. Si tu le contestes, on te renvoie aussitôt l'accusation d'égoïsme, voire d'inhumanité. Pourtant, le voyez-vous, une idée forte ne devrait jamais craindre l'examen. Demandons-nous donc, qu'entend-on exactement par famille ? S'agit-il du cercle biologique, parents, frères, sœurs, enfants ? S'agit-il de la famille élargie ? Cousins, oncles, grands-parents, ou bien d'un idéal mythique, d'une entité imaginaire qu'on invoque sans jamais la définir clairement. Déjà, nous voyons que le terme est flou. Et ce flou n'est pas sans conséquence, car très vite, le mot famille déborde de son cadre biologique. Dans le langage courant, on l'entend appliquer à des amis très proches. La fameuse MIFA, dans le verlan des banlieues, où la famille désigne le groupe de pères, la bande soudée, parfois plus fidèle que le sang. Dans un autre registre, celui du crime organisé, la famille prend un sens encore plus radical. La mafia, là, elle n'est plus simplement une métaphore, elle devient une structure de loyauté totale qui exige silence, obéissance et solidarité sans faille. La règle implicite, c'est « personne n'a rien vu, personne n'a rien dit ». Ce glissement n'est pas anodin. Il nous révèle deux choses. D'abord, que la famille n'est pas seulement un ensemble de liens de naissance, elle est une promesse de protection, mais aussi un mécanisme de fermeture. Ensuite, que la célébration de la famille, qu'elle soit de sang, de cœur ou de crime, s'accompagne souvent d'une logique d'exclusivité. On ferme les rangs, on protège les nôtres, on ne rend de compte à personne d'autre. Mais il faut aller plus loin. Dans tous ces contextes, la formule « la famille c'est le plus important » est brandie par ceux qui ont intérêt à ce que le cercle se referme. Dans les banlieues,
Elle soude des groupes qui trouvent dans le clan une force qu'ils ne parviennent pas à conquérir seuls dans la société. Dans la mafia, elle sert les chefs qui imposent l'omerta et assurent leur domination par la loyauté forcée. Et même dans certaines familles religieuses ou bourgeoises, elle fonctionne comme un rappel hiérarchique. Tu n'existes que par le clan et tu lui dois tout. On comprend alors que cette formule n'est pas neutre. Elle est un instrument de pouvoir pour les uns, un refuge pour les autres. Elle exprime moins une vérité universelle qu'un besoin vital. Celui de maintenir une mainmise ou celui de se protéger de la peur en s'accrochant à un lien qu'on croit indestructible. Creusons encore. Pourquoi devrait-elle être la chose la plus importante ? La famille n'est pas choisie. On ne choisit ni ses parents, ni ses frères et sœurs, ni les tempéraments qui nous entourent dès l'enfance. L'amitié se choisit, l'amour se choisit, la collaboration professionnelle se choisit. Mais la famille nous est imposée par le hasard biologique. Comment justifier alors qu'une contrainte devienne valeur suprême ? On pourrait répondre justement que la force de la famille réside dans son caractère insoluble. On ne choisit pas, mais on demeure lié par le sang, quoi qu'il arrive. Voilà, dit-on, ce qui fait sa grandeur. Un lien que rien ne peut rompre. Mais est-ce vraiment une grandeur ? Ne serait-ce pas plutôt une prison ? Car ce lien indéfectible peut être un lien de loyauté forcée, de culpabilité entretenue, de dépendance émotionnelle. On parle de la famille comme d'un sanctuaire, alors qu'elle ressemble souvent à une arène. Rivalité entre frères et sœurs, jalousie larvée, comparaison blessante, attente démesurée. Derrière l'image officielle de la réunion familiale, combien de tensions invisibles, combien de paroles retenues, combien de rancunes jamais apaisées. Et pourtant, au lieu de nommer ces réalités, nous nous réfugions dans la formule magique. Ah, c'est la famille. Comme si cette simple invocation suffisait à tout justifier. On pardonne l'oncle autoritaire, la sœur jalouse, le cousin mesquin, sous prétexte qu'ils sont de la famille. Comme si le fait de partager un ADN rendait excusable ce qui, chez n'importe quel étranger, serait considéré comme inacceptable. La formule « la famille, c'est le plus important » sert donc moins à décrire une réalité qu'à masquer des contradictions. Elle fonctionne comme une couverture morale. On répète ce slogan pour éviter de voir que la famille peut être dysfonctionnelle, destructrice, toxique et parfois même violente. Il faut le dire clairement, ce n'est pas parce que quelque chose est donné à la naissance qu'il doit être sacralisé. Ce n'est pas parce qu'un lien est contraint qu'il doit être érigé en valeur. La véritable question est de savoir si la famille mérite cette place centrale qu'on lui accorde, ou si nous ne projetons pas sur elle des attentes impossibles, au risque de nous condamner à l'hypocrisie et au mensonge. Ce qui distingue la famille de toutes les autres formes de relations humaines, c'est qu'elle est donnée. Elle précède le choix. Elle ne dépend ni de notre volonté, ni de nos affinités, ni de nos valeurs. Elle nous précède comme une assignation. Or, dans la plupart des cultures, on nous apprend dès l'enfance à sacraliser cette donnée. On nous répète qu'il faut aimer ses parents, respecter ses aînés, protéger ses frères et sœurs. On nous dit que, malgré les disputes ou les incompréhensions, la famille reste la famille. Autrement dit, on nous demande d'accorder notre loyauté non pas en fonction de ce que nous recevons, mais en fonction d'un fait biologique. Ce paradoxe est immense. Les sociétés modernes valorisent la liberté individuelle, le droit de choisir sa vie, ses amours, ses amitiés, son métier. Mais lorsqu'il s'agit de la famille, tout choix disparaît. Ici, il n'y a pas de liberté. On ne demande pas « Veux-tu aimer tes parents ? Veux-tu entretenir des liens avec ta sœur ?» Non, on suppose que le lien est naturel. L'amour se doit d'être indiscutable. Pourtant, chacun sait que la réalité est tout autre. La cohabitation forcée d'individus aux tempéraments opposés produit souvent des étincelles. Des jalousies sourdes naissent entre frères et sœurs. Des rancunes tenaces s'installent après des injustices d'enfance. Des secrets de famille empoisonnent plusieurs générations parfois. Et tout cela est recouvert d'un vernis artificiel d'unité. Il suffit d'observer une réunion de famille pour comprendre. On arrache les sourires, on échange les politesses. Mais sous la surface, combien de blessures jamais dites ? Combien de paroles retenues ? Combien d'hypocrisies entretenues pour sauver l'illusion d'un clan uni ? La fiction de la famille repose sur un double mensonge. D'un côté,
on nie la diversité réelle des caractères, des choix de vie, des valeurs, et de l'autre, on invente une solidarité indéfectible qui n'existe pas. On se persuade que le lien du sang suffit à faire tenir ensemble des êtres qui, dans toute autre circonstance, n'auraient peut-être jamais choisi de se fréquenter. Il est vrai que certaines familles sont harmonieuses. Oui, il existe des fratries complices, des parents bienveillants, des foyers où règne affection et soutien. Mais il faut avoir le courage de reconnaître que cela n'est pas la règle universelle. Ce sont des exceptions heureuses et non une vérité générale. En érigeant la famille en valeur absolue, on enferme ceux qui n'ont pas eu cette chance dans une culpabilité insupportable. On leur fait croire que, s'ils ne trouvent pas dans leur famille l'amour et le réconfort promis, c'est qu'ils ont échoué. Comme si l'échec était en eux, et non dans le système même qui impose ce lien. La famille est donc une fiction utile. Elle maintient un ordre social, elle sert de point d'ancrage symbolique. Mais cette fiction a un prix, celui de l'hypocrisie, celui de la souffrance, celui de la culpabilité d'aimer moins qu'on ne devrait. Pour comprendre pourquoi la famille est si souvent érigée en valeur suprême, il faut se tourner vers l'histoire. Car ce culte de la famille n'est pas né spontanément. Il s'enracine dans des siècles de traditions religieuses et politiques. Dans les sociétés anciennes, la famille est avant tout une unité économique et juridique. Elle n'est pas seulement un lieu d'affection, mais un cadre de transmission. Transmission des biens, des terres, du nom, des croyances. L'individu n'existe pas en dehors de la famille. Il en est une pièce interchangeable destinée à assurer la survie du clan. Le christianisme en Europe a amplifié cette logique. Certes, il a introduit une révolution en valorisant l'individu, en affirmant sa dignité propre. Mais dans le même temps, il a sanctifié la famille comme cellule de base de l'ordre moral. Les commandements sont explicites. Honore ton père et ta mère. Les sermons rappellent que la famille est un reflet de l'ordre divin. Le père, figure d'autorité, la mère, pilier du foyer, les enfants, garants de la continuité. À travers les siècles, cette vision s'est sécularisée. Même lorsque la religion a reculé, l'idée que la famille est le plus important a continué de structurer nos sociétés. Elle s'est transmise par l'école, par la culture populaire, par la politique. Qui n'a jamais entendu un responsable proclamer que la famille est le cœur de la nation, le ciment de la société? Pourtant, cette hégémonie a été ébranlée à la fin du XXe siècle. Les années 70, 80, 90 et finalement post-68 ont vu s'affirmer un autre modèle. Celui de l'individu libre, autonome, capable de rompre avec sa famille pour choisir sa propre voie. Les mouvements féministes, les révolutions sexuelles, la critique des traditions ont relativisé la sacralité familiale. L'idée d'un bonheur possible en dehors du cercle biologique s'est imposée dans les esprits. Mais aujourd'hui, nous assistons à un retour en arrière. Face à l'instabilité du monde, face aux crises économiques, face aux angoisses identitaires, on se réfugie dans des valeurs dites sûres. Et la famille en fait partie. Les religions regagnant en influence réaffirment son rôle central. Les discours politiques exaltent la famille comme ultime refuge contre le chaos. Et même dans les médias, dans les publicités, dans les séries, on voit ressurgir cette glorification. Quoi qu'il arrive, la famille reste. Or, ce retour n'est pas anodin. Il marque une régression de la pensée critique, là où nous avions commencé à envisager d'autres formes de liens. L'amitié sélective, la communauté choisie, les solidarités horizontales. Nous revenons à un modèle vertical, biologique, quasi sacré, comme si l'avenir se trouvait dans le passé. Et il faut voir qui tire profit de ce retour. Bien sûr, les dominants, chefs religieux, figures politiques, patriarches, mais aussi grands frères. Étonnamment, ce n'est jamais la jeune sœur qui nous dit que la famille est tout pour elle. Ce sont toujours ceux qui trouvent dans la famille un moyen de maintenir leur autorité et d'imposer l'obéissance. La question est donc la suivante. Ce retour à la famille comme valeur suprême est-il le signe d'une vitalité retrouvée? Ou bien le symptôme d'une peur identitaire, d'une angoisse de disparaître? Est-ce l'expression d'une vraie force collective? Ou seulement la réaction défensive de communautés qui craignent de perdre prise sur le monde qui les entoure? Si la famille est si souvent glorifiée, c'est peut-être parce qu'on se refuse à voir ce qu'elle produit réellement. Car derrière l'image du clan uni, d'un foyer protecteur, se cache souvent un terrain fertile pour les pathologies humaines. La première de ces pathologies est la jalousie. Rien n'est plus commun que les rivalités fraternelles, l'enfant préféré, l'enfant dévalorisé, les comparaisons implicites qui laissent des traces indélébiles.
Combien d'adultes restent hantés par les injustices vécues dans l'enfance, par le sentiment d'avoir toujours été le moins aimé qu'un frère ou une sœur. La famille, censée être un lieu d'amour inconditionnel, devient alors l'espace où se forgent les blessures narcissiques les plus profondes. Vient ensuite la mesquinerie. Dans le cercle familial, tout est propice aux petites rancunes, aux remarques acérées, aux reproches larvés. Ce n'est pas un hasard si les réunions de famille sont souvent vécues comme des épreuves. Chacun y joue un rôle, chacun y règle ses comptes, chacun observe et juge les autres. Sous prétexte de proximité, tout devient matière à comparaison, à critique, à ressentiment. La famille est aussi le lieu privilégié des secrets, secrets honteux, non dits, mensonges, transmis de générations en générations. On cache les fautes, les échecs, les drames. On tait l'inceste, on dissimule l'adultère. On travestit la réalité pour sauver l'image du clan. Et ces secrets, loin de protéger, empoisonnent les descendants, qui en subissent les effets sans jamais les comprendre. À ces secrets s'ajoutent les trahisons, car plus le lien est supposé indestructible, plus sa rupture est vécue comme une blessure. Héritage disputé, alliance retournée, jalousie conjugale. La famille, loin d'être un refuge, est souvent le théâtre des trahisons les plus douloureuses, précisément parce qu'elles viennent de ceux qu'on croyait les plus proches. Enfin, la famille engendre une culpabilité structurelle. La culpabilité de ne pas aimer assez. Culpabilité de vouloir s'éloigner. Culpabilité de ne pas correspondre aux attentes. L'individu qui tente de se libérer de sa famille se heurte à une injonction morale. Comment peux-tu faire ça ? C'est ta famille. Autrement dit, tu n'as pas le droit de rompre, même si ces liens te détruisent. On le voit, loin d'être naturellement bienfaisante, la famille concentre en elle les tensions les plus fortes. Et si l'on persiste à dire qu'elle est le plus important, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas regarder ces réalités en face. Parce qu'il est plus simple d'ériger une fiction sacrée que d'affronter la violence des rapports familiaux. Or, cette cécité a un prix. Elle condamne des générations entières à répéter les mêmes schémas, à porter les mêmes blessures, à rester prisonnières d'une loyauté artificielle. Il est temps de dire les choses sans détour. La famille peut être un enfer, et le sang ne suffit pas à fonder la vérité d'un lien. Arrêtons-nous un instant sur ce que signifie philosophiquement ériger la famille en valeur suprême. Car derrière cette formule, il y a une logique dangereuse, celle qui fait d'un fait biologique une norme morale. Être né de tel père et de telle mère, avoir reçu tel héritage génétique, tel environnement immédiat, voilà un pur hasard. Aucun mérite, aucune décision, aucune responsabilité. Et pourtant, on exige de l'individu qu'il place ce hasard au sommet de son échelle de valeur. Comme si la dignité de la vie humaine consistait à obéir à une donnée initiale et non à exercer sa liberté. Les philosophes ont souvent mis en garde contre cette confusion entre le donné et le choisi. Pour Kant, par exemple, la dignité de l'homme réside dans sa capacité à se déterminer par la raison, non par l'instinct ou la contrainte. Or, si la famille, si elle devient valeur suprême, enferme l'individu dans une contrainte biologique. Tu dois aimer parce que tu es né ici. Tu dois rester fidèle parce que le hasard t'a placé là. C'est le renversement même de l'idée de liberté. On ne juge plus la qualité d'un lien à l'aune de la justice, de la réciprocité et du respect, mais à l'aune d'un critère aveugle. Le sang. Peu importe si ton frère est injuste, peu importe si ta mère est destructrice, peu importe si ton père est violent. On te dira souvent « c'est ta famille ». On pourrait objecter « mais n'est-ce pas justement là la grandeur de la famille ? Qu'aucune faute ne rompe le lien ?» C'est l'argument qu'on entend souvent. La famille pardonne tout. Mais réfléchissons, est-ce vraiment une grandeur ou une abdication morale ? Pardonner à un étranger une faute grave paraît difficile, même pour Jésus, puisqu'il nous propose de s'y essayer. Mais pardonner à un parent la même faute serait presque obligatoire, simplement parce qu'il est parent ? Où est la justice dans une telle logique ? Cette sacralisation du biologique conduit à des effets pervers. Elle entretient l'impunité à l'intérieur du cercle familial. Elle légitime des comportements toxiques. Elle rend très difficile, voire impossible, la rupture salutaire avec des personnes nocives. Philosophiquement, elle revient à nier le principe d'égalité. On accorde une indulgence infinie à certains, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce qu'ils partagent nos gènes. La véritable dignité humaine ne réside pas dans la fidélité aveugle au hasard, mais dans la capacité à choisir ses appartenances. L'amitié, l'amour, les alliances choisies ont une valeur précisément parce qu'elles reposent sur la décision, sur la réciprocité, sur la construction volontaire. La famille biologique, lorsqu'elle est sacralisée,
fonctionne à l'inverse. Elle impose une loyauté non choisie et prétend en faire une vertu. Il faut donc avoir le courage de l'affirmer. La famille n'est pas une valeur, elle est un fait. Elle est le point de départ d'une vie, non son horizon. Alors j'entends déjà ceux qui pensent ou qui disent « Mais sans famille, l'individu est perdu ». On pourrait répondre que la famille assure la survie. Elle nourrit, protège, socialise. Sans elle, l'enfant serait abandonné. Cela est incontestable. Mais est-ce une raison pour ériger la famille en valeur suprême ? La société moderne a inventé d'autres formes de protection. L'école, les services publics, les solidarités associatives. L'enfant n'est pas uniquement dépendant de sa famille. Il devient aussi le membre d'une communauté politique plus large. On m'objectera aussi que seule la famille nous aime sans condition. Mais est-ce vrai ? L'amour familial est-il toujours inconditionnel ? Les ruptures, les exclusions, les conflits d'héritage montrent le contraire, et de manière encore plus forte dans les familles religieuses. Combien d'histoires de fils ou de filles rejetés ou bannis pour leur orientation sexuelle, leur choix de vie, leur mariage ? L'amitié, l'amour choisi, peuvent parfois offrir une fidélité plus durable que celle du sang. Enfin, certains diront que toutes les sociétés connaissent une sacralisation de la forme familiale. Donc, qu'elle est universelle. Mais la religion est aussi universelle. Et pourtant, personne n'oserait dire que la religion est le plus important, sans provoquer de vifs débats. L'universalité d'une institution ne garantit pas sa valeur absolue. Ouvrons le volet sociologique maintenant. Pierre Bourdieu a montré combien la famille joue un rôle décisif dans la reproduction des inégalités. Ce qu'on appelle capital culturel se transmet avant tout dans le cadre familial. Dire que la famille est le plus important, c'est aussi accepter que les inégalités se perpétuent de génération en génération et que les destins individuels soient largement déterminés par la naissance. Enfin, une réflexion morale. Si je place la famille au-dessus de tout, je risque de justifier le népotisme, le favoritisme, la préférence donnée aux miens plutôt qu'aux autres. Or, une société juste repose sur l'idée inverse, que chacun, même étranger, mérite respect et considération. Comme l'écrivait Montaigne, « Je suis homme avant que d'être français ». De même, peut-on dire « Je suis homme avant d'être fils ou frère ». En conclusion, je dirais ceci. Remettre en question la formule « la famille c'est le plus important » ne signifie pas nier les valeurs des liens familiaux. C'est refuser d'en faire une vérité absolue. La famille est importante, oui. Elle peut être un lieu d'amour, de transmission, de solidarité. Mais elle n'est ni universellement bonne, ni suffisante, ni exclusive. Elle est une construction sociale variable et ambivalente. Elle veut protéger comme enfermer, émanciper comme contraindre. Au fond, ce qui est le plus important, ce n'est pas la famille en tant que telle, mais la qualité des relations que nous construisons, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses ou politiques. C'est la qualité de reconnaître dans l'autre un être humain digne au-delà des apparences de sang. Ainsi, peut-être faudrait-il remplacer la formule trop facile par une autre plus exigeante. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir une famille, mais d'avoir des liens justes et féconds avec les autres. Merci de m'avoir écouté et d'avoir pensé avec moi aujourd'hui.